m'appelle Mathieu Van, j'ai 35 ans. Ça fait 11 ans maintenant que j'exerce le métier d'ébéniste restaurateur. Et mon rêve de gosse, en fait, si je remonte très loin, c'était d'être archéologue. Le petit point commun, c'est qu'on va fouiller dans le meuble, essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va analyser chaque trace d'outil, voilà, les bois, la façon dont ça a été fait. Et on peut retracer, remonter dans le temps et contextualiser un peu le meuble. Voilà, on dépasse l'objet, on arrive dans quelque chose, dans de l'histoire, tout simplement. Pour être un bon restaurateur, le dicton dit qu'il faut 10 ans. Et c'est à peu près vrai, vu qu'il m'a fallu... Je me suis installé au bout de 10 ans. C'est que je devais estimer que j'étais capable de gérer des restaurations. Le secrétaire Penjari, en fait, je venais juste de m'installer et j'ai été accepté pour faire les artisanales de Chartres. Donc comme je faisais un secrétaire, je suis parti vraiment sur l'idée du secret. Donc le premier, ça a été justement de travailler sur l'aimant, de pouvoir de faire disparaître les serrures et de travailler sur un système de clés aimantées avec des ressorts et plein de choses. Et après, ça a été de cacher des tiroirs secrets, des choses comme ça. Je suis fan, on va dire, de certains ébénistes qui, eux, étaient spécialisés dans des mécanismes. Généralement, c'était les ébénistes qui travaillaient pour le roi. Donc, qui faisaient des super trucs. On appuie sur un bouton, tout s'ouvre. Enfin, voilà, c'était vraiment des ébénistes et des mécaniciens, voire des horlogers, tellement c'était super bien fait. Et en fait, là, c'est un petit peu mon âme d'enfant qui ressort. Voilà, c'est les cachettes, les trucs surprises. En fonction de chaque meuble, il y a des gestes différents, qu'il y ait de la sculpture, de la marqueterie. On travaille aussi sur différents matériaux. Il y a le bois, il y a le laiton, il y a l'écaille de tortue, il y a la nacre, il y a les pierres précieuses, les pierres dures, il y a tout ce qui est métaux précieux aussi, l'argent, l'étain. Quand j'attaque un meuble, déjà je l'observe, j'essaie de comprendre comment il a été fait. Donc la commode Louis XV, là, elle est fortement altérée. C'est-à-dire que déjà, on voit qu'elle tient par un élastique, ça c'est pas bon signe. Les pieds arrière sont complètement décollés, donc ça m'indique tout de suite qu'il y aura sûrement des problèmes de structure. Donc à partir de ce moment-là, je peux envisager un démontage. Donc là, on voit que c'est bon, c'est pas ces bons d'origine. Ils ont été changés parce qu'on voit les anciens trous de pointe de bronze qu'il devait y avoir avant. Donc ça a été modifié. Démonter un meuble, c'est pas très bien. S'il est en bon état et qu'il n'y a pas besoin de le démonter, je vais surtout pas m'amuser à le démonter. Là, dans ce cas-là, il manquait du bois partout. Tous les panneaux sont éclatés, les panneaux de côté sont fendus. Là, il n'y a pas le choix pour faire un travail bien pour que d'ici 50, 100 ans, elle puisse être restaurée, mais dans de bonnes conditions, il n'y a pas le choix. Je pensais pas qu'à l'intérieur c'était aussi en mauvais état que ça. En plus, ça a déjà été restauré une fois. Donc elle a déjà été démontée une fois. Donc ça j'aime pas trop. Parce que ça a peut-être été bricolé. Il y a peut-être des clous, des machins. Et ça, c'est pas ce que je préfère. Elle a été restaurée en 1881. J'ai, on va dire, la signature du restaurateur. Ça, c'est sympa. Donc ça va, c'est une vieille restauration. Ça veut dire que ça a sûrement été bien fait.
va commencer par déplaquer. Hop. Ça c'est un mauvais bois, c'est une restauration. C'est un palissandre alors que le meuble il est en bois de violette. C'est des cousins, mais qui se ressemblent un petit peu. Du coup là j'ai dégagé la queue d'aron. Donc ça va être facile à démonter. Après on va voir le bas là. Voilà. Hop. Réussir à démonter sans casser, c'est bien. Ça, par exemple, c'est de la restauration, ça. Donc là, on a le meuble en 1000 morceaux. En fait, ce que j'aime bien dans la restauration, c'est les traces, les imperfections. Voilà, si on montre un meuble plat, il n'y a pas une rayure, il n'y a rien, en fait, moi, ça ne me parle pas. On peut vraiment lire un meuble en le regardant, rien qu'en le regardant au premier abord, on peut découvrir des choses. Par exemple, sur un tiroir de secrétaire, le tiroir du haut, généralement, en bas du tiroir, il y a une petite tache de suie ou des choses comme ça. On sait exactement quand la personne ouvrait la battante de son secrétaire et posait sa chandelle à cet endroit-là. Et donc, ça chauffait le haut du tiroir. Alors, on retrouve le côté humain qu'il y a derrière un meuble. Voilà, c'est un meuble, c'est utile, c'est pratique, mais c'est sentimental aussi. L'idée, c'est d'essayer d'en enlever le moins possible. Moi, mon objectif, c'est de me mettre à la place de l'ébéniste et de copier sa manière de faire. C'est un peu ingrat, mais quand j'ai fini une restauration, on ne doit pas savoir que j'ai travaillé dessus. Par exemple, si je tombe sur un pied qui n'est pas très beau, pas très arrondi, je ne vais pas me dire, tiens, je vais mettre 3-4 coups de râpe par-ci, 3-4 coups de râpe par-là, et ça sera bien plus beau. Non, non, moi, si le pied il est un peu bizarre comme ça, je vais faire pareil, et s'il en manque un de l'autre côté, je vais refaire exactement la même chose que ce qu'il y avait à droite ou à gauche. On le remet dans son état d'origine, mais en ayant gardé son passé et son histoire. Voilà. Voilà. Après là, c'est assez marrant parce qu'il y a un défaut de fabrication. Il y a un angle là, ça c'est l'ébéniste qui s'est planté. Mais ils étaient comme nous, c'était pas des machines. Là, il va falloir que je refasse une pièce, que je refasse la même erreur. Il y a une grande partie de la restauration, en fait, si j'avais envie, je pourrais travailler sans électricité, sans rien du tout. Je pourrais travailler exactement comme à l'époque du meuble, comme au XVIIIe siècle. Alors après, tout est de trouver celle qu'il nous faut. La prêle, c'est une plante préhistorique qui est riche en silice et en saponite. Donc la silice, ça ponce, et la saponite, ça fait briller et ça lubrifie. Bon, on casse les petits tubes, on enlève les parties un petit peu épaisses, on garde que cette partie-là de la tige, qui est creuse. Dedans, on place une petite tige de laiton, donc une fois qu'elle est sèche, et après, comme ça, on frotte sur le bois pour le faire briller. Voilà, c'est un papier de verre, mais à l'ancienne. Ça faisait partie de tout un processus de finition qui a aujourd'hui disparu et que j'essaye de retrouver.
tout ce qu'on fait doit pouvoir se défaire. Parce que les cols qu'on utilise maintenant ont varié dans leurs recettes parce que c'est fait industriellement. Mais ça reste toujours la même chose. On utilise les protéines animales, on va dire, quand on parle de colle chaude ou voilà, on parle de colle animale. Donc à mon avis, là-dedans, tu as tous les déchets de poisson possibles et inimaginables, mais bon, voilà. C'est pas plus mal, rien ne se perd. Et puis, ouais, le grand avantage de ces colles, c'est que c'est des colles qui se recollent. Bon, après, j'ai essayé d'en faire une seule fois, mais ma femme n'a pas voulu qu'on continue, ça sentait trop mauvais. Parce qu'en fait, il faut faire pourrir le poisson et tout, jusqu'à ce que ça devienne une espèce de bouillasse. Donc non, c'est pas terrible. Mon outil principal, il est là. Le second, il est là. Et voilà, avec ça, je peux tout faire.